Bonjour, nous sommes le jeudi 25 juin dans la salle Simone Veil de l'École nationale de la sécurité sociale. Il est 9 heures et nous sommes ravis avec Pascal Morel, Renaud Degas, Françoise Millet et Nathalie Ratel de vous proposer un nouveau débat des contrepoints de la santé sur sa chaîne YouTube avant de se retrouver physiquement. Ce débat, c'est celui du financement de la santé et de la dépendance. La crise Covid a créé une situation financière alarmante. Le déficit de la sécurité sociale atteindra des records inégalés, plus de 50 milliards pour la Sécu et plus de 30 milliards pour l'assurance maladie. En outre, le gouvernement a décidé de créer une cinquième branche pour la perte d'autonomie qui va devoir, elle aussi, trouver de nouveaux financements. Comment faire face à ces défis? Nous en débattrons avec Dominique Libaud, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale et auteur du rapport Concertation grand âge et autonomie, et ancien directeur de la sécurité sociale de 2002 à 2012. Et Jérôme Gage, chargé de mission sur l'isolement des personnes âgées et fragiles, ancien député PS et actuellement conseiller départemental de l'Essonne. Le sujet est complexe, mais nous allons le simplifier ou tenter de le simplifier pour débattre des grands enjeux, car la crise actuelle qui allie besoin de financement important et déficit abyssal risque à terme, et même peut-être très rapidement, finalement de fragiliser le système de santé, tant le réveil risque d'être douloureux. La question qu'on vous posera, c'est en fait, faut-il repenser et sur quelle base notre système de financement de la santé et de la dépendance? Nous scindrons notre débat en deux parties, d'abord la santé et ensuite la dépendance. Pascal, première question. Oui, bonjour à vous deux. Donc, Philippe Leduc nous invite à réfléchir à ces questions de santé et notamment à ces questions économiques qui se posent à la santé. Les euros volent et pleuvent, les déficits s'aggravent, on le voit bien notamment avec cette crise sanitaire. Olivier Véran, le ministre de la Santé, cependant, nous promet en tout cas aux professionnels de santé plus de 6 milliards d'euros pour les personnels. Quels sont, Dominique Libaud et Jérôme Gage, quels sont vos diagnostics sur la situation économique du moment? Sur la situation économique, je ne veux pas être très original. Évidemment, il y a à la fois donc une très forte dégradation, mais une vraie incertitude sur le degré de réactivité maintenant de l'économie par rapport à cette interruption quasi totale qui a été constatée du fait du Covid. Je dis ça parce que, par exemple, il y a des récents indicateurs sur les embauches. Par exemple, l'ACOS a publié hier des indicateurs sur les embauches du mois de mai. Il y a des indicateurs aussi de recouvrement, qui sont un petit peu moins dégradés que ce qu'on aurait pu penser. Donc voilà, évidemment une situation extraordinairement dégradée et effectivement sans précédent pour les finances sociales, mais il faut le rappeler dans le contexte global aussi des finances publiques de la France et des autres pays. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet de la sécurité sociale française, c'est un sujet des finances publiques de l'ensemble des pays du monde. Donc, lié notamment à un manque de recettes, plus qu'à un excès de dépenses. Alors, dans ce contexte, effectivement, sur les 52 milliards, il y a à peu près plus de 35 milliards de recettes en moins. 52 milliards, c'est le déficit de déficit annoncé, alors qu'on aurait dû être proche de l'équilibre si la crise n'était pas intervenue. Donc c'est une dégradation, effectivement, de près de 50 milliards, donc ce qui est, encore une fois, absolument sans précédent. Mais 50 milliards, vous pensez que ça va être plus ou moins? Je pense qu'on est plutôt dans la fourchette, oui, d'après les dernières données que j'ai, peut-être même on est dans la fourchette basse. Voilà, je pense là vraiment que on est dans la fourchette basse. Monsieur Libaud, quand on est à... Et ce qu'il faut surtout considérer, c'est que ce qui sera important, c'est le déficit 2021, parce que donc là, on a eu quasiment 2 mois d'interruption d'activité. Donc l'année prochaine, on aura 2 mois de recettes en plus si, on l'espère tous, la situation sanitaire s'améliore et effectivement, on a une activité. Et donc là, ce qu'il faut regarder, c'est le futur déficit en 2021. Et là, il sera de 30 à 35 milliards si on est bien à 50 milliards au jour d'aujourd'hui. Encore. Voilà, encore. Et c'est ça le vrai sujet. C'est effectivement, on aura un déficit de la sécurité sociale de base, parce qu'il faut rajouter à ça, je rappelle, l'UNEDIC, qui est aussi en qui a doublé son déficit, les retraites complémentaires. Enfin voilà. Donc on est dans une situation effectivement extrêmement dégradée. Quand on est vous êtes un spécialiste de l'économie de la sécurité sociale, de la protection sociale, quand on est à 50 milliards, est-ce que l'on est à 6 milliards, 7 milliards?
Est-ce que 5 ou 6 milliards, c'est grave En plus ou en moins, quoi. En Oui. plus ou en moins. Eh bien, tout dépend si on se fixe un objectif de retour à l'équilibre ou pas. Parce que si on se fixe un objectif de retour à l'équilibre, oui, c'est important. Et en fait, la vraie question, pour les gouvernements, pour ce gouvernement-ci et celui qui va succéder en 2022, c'est effectivement quels sont les objectifs qu'on fixe aux finances publiques de la France. Alors, honnêtement, c'est un peu prématuré encore. On est encore dans la crise et on est dans les réponses de l'ensemble des pays. Et les réponses, comme vous le savez, de l'Union européenne, des organisations internationales, c'est de dire, bon, la première chose, c'est que la croissance revienne, c'est de refaire partir l'activité. Donc, toutes les recommandations, c'est de dire, il faut donc effectivement de l'activité et le soutien, y compris à l'emploi, aux rémunérations, au pouvoir d'achat, c'est pas du tout absurde, effectivement, dans la période. Et vous pensez que l'économie peut repartir en courbe en V ou en... Honnêtement, là, il y a des économistes beaucoup plus qualifiés que moi. Je dis simplement qu'elle peut repartir dans un certain nombre de secteurs. En revanche, il est évident qu'il y a des secteurs, et on pense évidemment à l'aéronautique, à tout ce qui est le tourisme international, etc., qui vont bien sûr avoir des problèmes pendant beaucoup plus longtemps. Donc, il est vraisemblable que sur ces secteurs-là, on ait évidemment des Peut-être difficultés. Jérôme Gage, Oui, bien sûr, oui, parce que ce Oui. sont des sujets à la fois techniques, mais économiques, mais ce sont aussi des sujets politiques. Jérôme Gage, votre C'est très diagnostic. politique, oui. Vous partagez ce diagnostic Bah, évidemment, je partage souvent le diagnostic de Dominique Libault. et les Moi, prévisions, oui. je pense surtout qu'il ne faut jamais perdre de vue, parce que là, on donne l'impression que la sécurité sociale pâtit des effets du Covid. C'est incontestable. Mais il ne faut surtout pas oublier que la sécurité sociale et plus largement notre modèle de protection sociale a à nouveau, dans une situation de crise exceptionnelle, on l'avait vécu y compris au moment de la crise financière de 2008-2009, joue son rôle d'amortisseur. Que serait la situation sans les dispositifs qui ont été mis en place et qui ont un impact sur la sécurité sociale et les finances de la sécurité sociale? C'est-à-dire qu'il faut considérer que ces déficits, cette dégradation des comptes, c'est aussi un garde-fou, une digue pour éviter que la situation soit pire et que d'une certaine manière, ça joue le rôle, sinon d'investissement social, mais c'est un élément à venir des dispositifs de la reprise. Oui, non, mais on perd souvent ça de vue. Oui. C'est-à-dire qu'on a une situation, en l'absence des outils qui ont été mis en place, du chômage partiel à la mobilisation de l'appareil sanitaire, qui aurait été infiniment plus dégradé à la fois sur le terrain sanitaire et aussi sur le terrain économique, si on n'avait pas disposé de ces leviers efficaces, opérationnels, pour permettre d'amortir les effets de la crise. Vous parlez de 2008 ou de 2020 là Je parle des deux situations. Dans les deux situations, les déficits et le fait que la Sécu a pu très rapidement, par les tuyauteries, par les canaux mobilisables, être activés, j'en suis convaincu, atténue les effets de la crise. Et on n'est pas dans la situation d'autres pays, à commencer par exemple les États-Unis, où le coût de la réparation à venir sera probablement bien plus important que ces garde-fous qui ont pu être activés au moment de la crise. Plus vite. Parfois, ça repart plus vite dans ces pays libéraux, plus libéraux que le nôtre. Écoutez, en tous les cas, sans cet effet de relégation et la puissance du mécanisme de chômage partiel tel qu'il a été mis en place, qui a aussi des incidences sur les finances de la sécurité sociale, a quand même pleinement joué. Et donc on a un socle certes dégradé, mais qui l'aurait été, à mon avis, davantage. Donc, c'était ce petit rappel que je voulais faire. Oui, je voudrais dire, effectivement, la crise nous rappelle trois fonctions essentielles de la protection sociale. Bien sûr, la fonction revenu de remplacement, effectivement, qui joue pleinement, et on s'est inspiré de ce qu'a fait l'Allemagne, il faut rappeler, dans la crise de 2008, c'est-à-dire l'idée effectivement de ne pas rompre l'équilibre de certaines activités économiques pour pouvoir repartir. Donc effectivement, il y a l'idée, on soutient pour pouvoir repartir plus vite. On va voir si ça marche. Mais effectivement, donc il y a cette idée revenu de remplacement. Et c'est vrai que quand on voit voir
in fine, l'évolution des revenus des Français sur l'année, elle sera beaucoup moins dégradée que le moins 10% de PIB et tout ça. Deuxièmement, évidemment, le soutien à l'activité économique. Je vous coupe, excusez-moi, on dit même qu'il y a eu beaucoup d'épargne. Il y a beaucoup d'épargne parce qu'il y a eu moins de consommation. Donc on dit qu'il y a 100 milliards effectivement, d'euros épargnés. Et on espère effectivement qu'ils vont être un peu consommés d'ici la fin de l'année pour aider au repart de l'économie. La deuxième chose, c'est le soutien à l'activité économique avec énormément de dispositifs d'allègement de charges, d'exonération, etc. Donc, qui jouent. Et le troisième, il faut le rappeler, ça semble une évidence, mais c'est la politique d'accès aux soins de l'ensemble de la population, y compris la prévention. Et là, c'est extraordinairement important. Moi, d'ailleurs, je suis frappé entre nous qu'un certain nombre de clusters qui subsistent, c'est des clusters sur des travailleurs détachés. C'est dans les abattoirs, chez les salariés agricoles, donc des travailleurs qui ne bénéficient pas de la protection sociale en France. Non, en France, y compris en France. Pour avancer, Dominique Libault, le problème, c'est que cette dette abyssale, cette dette très importante, est-ce qu'elle n'est pas dangereuse à terme pour la santé? C'est la question qu'on va vous poser. Le gouvernement a décidé de prolonger la CADES, créée par Alain Juppé en 1996 pour apurer la dette, rembourser la dette. Cette CADES va être prolongée de 2024 à 2033 pour rembourser la dette due au Covid et aussi la dette hospitalière, ce qui a un peu fâché les sénateurs hier. Mais justement, cette dette est-elle bien une dette sociale dont le remboursement à marche forcée risque de mettre sous tension de fait le système de santé? Dominique Libault, vous souhaitiez dans un récent rapport du Haut Conseil que cette dette, qu'on peut appeler cette dette Covid, soit reprise par l'État, qui rembourse sur le plus long terme. Pourquoi ce point de vue? Jérôme Guège, qu'en pensez-vous? Et pour les Français, la réponse est sans ambiguïté. 84% dans un sondage BVA réalisé pour les contrepoints de la santé et que détaillera tout à l'heure Odile Peixoto, ce déficit devrait, selon les Français, être inclus dans le cadre de la dette globale de l'État liée au coronavirus qui sera remboursée sur le long terme. Alors, est-ce que de mettre cette dette, la dette des hôpitaux, la dette Covid, dans la CADES, qu'on va devoir rembourser jusqu'en 2033, qui va ponctionner les Français. Bon, ils sont habitués parce que depuis 1996, la CSG, la CADS permettent d'abonder cette caisse. Est-ce que ce n'est pas dangereux à terme? On a souhaité au Conseil du financement de la protection sociale, en tout cas, poser le débat, évoquer le sujet et donner à chacun la possibilité de se positionner sur ce sujet. Le sujet n'est peut-être pas si simple que ça. C'est vrai que d'un côté, il y a l'idée traditionnelle dans la gestion de la sécurité sociale d'éviter de transmettre une dette aux générations futures sur les dépenses de redistribution d'une génération. C'est ça qui a motivé la création de la CADES. Et ce n'est pas une idée stupide, évidemment. Et d'ailleurs, moi j'avoue que j'étais très content de voir cette perspective d'extinction de la dette sociale grâce à cet effort en 2024. Parce qu'on pouvait se dire, on revient à l'équilibre, on va retrouver des marges de manœuvre, effectivement, pour pouvoir faire un certain nombre de choses, et notamment faire face au vieillissement de la population française et à l'arrivée au très grand âge. Justement, tout ça tombe à l'eau. Est-ce que c'est pas dangereux? C'est pour dire aussi, encore une fois, je ne jette pas à l'eau les mérites de cette stratégie d'extinction de la dette sociale. Olivier. Je veux dire, effectivement, voilà, en premier mot. Mais deuxièmement, effectivement, on est aujourd'hui dans une situation nouvelle, avec des déficits extrêmement importants. Et la question qui se pose, à mon sens, c'est de savoir est-ce qu'on a les moyens à la fois de payer sur un rythme relativement rapide la dette conjoncturelle, circonstancielle, qui dépasse la sécurité sociale, qui est la dette Covid, et en même temps de revenir à l'équilibre et de pouvoir assumer les charges liées à l'évolution de la population française et notamment l'évolution du grand âge. Je pense que ça va être un peu compliqué. Olivier Véran disait hier devant les sénateurs qu'il aurait préféré que ce soit un hybride, un peu d'État, un peu de CADES, mais l'urgence commandait, c'est pour ça qu'ils ont tout mis dans la CADES. Est-ce que ça vous paraît, alors vous n'allez pas dire être contre votre ministre, mais peut-être quand même au Conseil, est-ce que ça vous paraît logique? Pourquoi ça aurait pu être un mixte quand même? D'abord, le sujet moins État-sécurité sociale que, comme vous l'avez dit dans la question, le mode de gestion de la dette. Soit on choisit de rembourser dans un délai rapide, mais donc on mobilise beaucoup de ressources là-dessus, et c'est le choix avec le sujet CADES. Ouais. Soit on choisit dans un premier temps de se contenter de payer
les taux d'intérêt qui sont très faibles actuellement, du fait notamment de la politique de la Banque centrale européenne, et on se dit, dans un premier temps, c'est tout ce qu'il faut faire. Je note qu'effectivement, donc il y a deux stratégies différentes, du côté État et du côté sécurité sociale. Est-ce que c'est justifié? Voilà, c'était le débat politique. Nous, en tout cas, on a posé la question. Et je pense effectivement que c'est une question tout à fait légitime. Je pense qu'effectivement, le gouvernement... Vous avez répondu à la question. Le gouvernement... C'était plutôt pour l'État. ...a été sous une certaine pression de personnes qui lui disaient attention, la trésorerie d'ACO c'est très dégradé et il faut absolument engager une opération de reprise de dette parce qu'autrement on va avoir des difficultés avec les marchés financiers. Bon, voilà, je pense que c'est un peu ce que vous dire Olivier Véran, on a été pris par l'urgence et donc l'idée qu'il fallait vraiment mettre en œuvre une solution. Oui. Monsieur Libaud et Monsieur Gage, ce sont des sujets techniques ou ce sont des sujets politiques? Non, c'est d'abord et avant tout un sujet politique. Et le seul regret qu'on peut peut-être formuler, c'est que l'urgence, que tout le monde admet, a peut-être éteint la profondeur du débat qu'il aurait pu y avoir sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on le tient ici. Et ce débat, non mais ce débat est très important. Ah ben, ça va obérer l'avenir quand même. Il est même nodal parce que le choix qui a été fait de ce transfert intégral de la dette Covid sur 136 milliards. Sur la dette sociale limite considérablement les marges de manœuvre qu'on pouvait espérer disponibles pour financer ce qui était déjà nécessaire avant même cette crise, à savoir les enjeux de soutien à l'hôpital public. On voit bien que là, il y a deux gisements, si j'ose dire, de dépenses nouvelles qui étaient de toute façon prévisibles et qui ont été d'ailleurs confirmées par la crise. Un, le soutien à l'hôpital public qui, dans la période précédente, a peut-être exagérément payé de cet effort de retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Et c'était donc les mouvements tout au long de l'année 2019. Et s'agissant du grand âge et de l'autonomie, un peu de la même manière, on a vu des alertes issus de mouvements sociaux à partir de l'hiver 2018, qui d'ailleurs avait donné lieu au fait que le sujet du grand âge et l'autonomie revienne sur l'agenda politique, et ça a donné lieu au rapport élaboré par Dominique Libaud et à la perspective donc d'une loi grand âge et autonomie, mais l'un et l'autre nécessitent des financements. On avait l'espoir secret les uns et les autres que, et ça collait si j'ose dire en termes de calendrier, que la disponibilité des ressources de la CADES à partir de 2024 pouvait être mobilisée pour l'un et pour l'autre, en accaparant ces ressources qui avaient la vertu d'être disponibles sans accroissement des prélèvements obligatoires. C'était ça. Ils sont là déjà, oui. Le deal politique qui était de dire, en prolongeant le financement en recyclant la CRDS et la fraction de CSG qui alimente la CADES, on avait donc des financements disponibles pour ces deux enjeux. Le fait de les avoir totalement fléchés vers ce remboursement de la dette Covid, je trouve que c'est saturer les contraintes. Et je suis heureux quand Olivier Véran rappelle que peut-être un mix aurait permis de répondre en partie à l'objectif de rembourser cette dette Covid dans l'esprit vertueux du remboursement de la dette CADES, et en même temps d'en affecter une partie à la dette État qui roule, comme on dit, et qui se traduit par le remboursement des frais financiers. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible d'avoir un mixte? Ça aurait pu être le fruit d'un débat public, d'ailleurs pas uniquement parlementaire, parce que derrière ça, c'est aussi, votre sondage l'indique, c'est que veut-on renforcer dans le modèle de sécurité sociale dans les années à venir. On ne peut pas avoir une approche strictement défensive. Et là, on a saturé d'une certaine manière les contraintes parce que du coup, on se retrouve dans une situation plus compliquée avec les besoins qui restent les mêmes, le soutien à l'hôpital public. Olivier Véran vient de mettre sur la table, d'annoncer qu'il y avait possiblement 6 milliards d'euros pour les revalorisations salariales à l'hôpital public. Ça vous paraît bien, ça, 6 milliards d'euros, monsieur? Écoutez, je suis incapable de l'apprécier, mais je comprends que c'est l'ordre de grandeur. D'ailleurs, ce n'est pas que pour l'hôpital public. C'est tous les hôpitaux et même les EHPAD. Tout à fait. La revalorisation salariale des personnels de santé. Ce qui est sur la table. Et à côté, on va en parler dans un instant, il y a aussi les besoins attendus dans les 10 années à venir de financement de la perte d'autonomie et du grand âge, qui eux, pour le coup, se retrouvent plus contraints. Alors il y a la bonne nouvelle d'1 milliard annoncé dès l'année prochaine en PLFSS 2021
sur une modalité de financement qui n'est pas encore On va y établie, venir à la dépense. tout à l'heure, oui. et d'affectation d'une partie de la CSG à partir de 2024. Mais il y a encore des points complémentaires à trouver. Voilà. Oui, est-ce que cette crise, l'un et l'autre, ma question est la suivante, est-ce que cette crise finalement condamne nos modes classiques de financement, vous savez, Bismarck contre Beveridge, à votre avis, enfin pour simplifier, est-ce que franchement, dès que l'on a une crise, alors c'est vrai que l'on n'a pas une crise de ce type tous les jours, heureusement, mais en réalité on voit bien que notre système de protection sociale, de financement de la protection sociale explose. Et pour prolonger la question, pour une fois, de Pascal, Beveridge ou Bismarck, c'est-à-dire fiscalisation aux cotisations, mais est-ce qu'il ne faut pas sécuriser les dépenses de santé? Parce que la santé, s'il y a une crise économique, il faudra toujours s'en occuper. Oui, je pense que M. Libaud avait compris. Moi, je continue à être attaché d'abord à une gestion propre des finances sociales par rapport à celle de l'État, qui est une spécificité de la France, parce qu'on pourrait très bien dire on noie tout ceci dans un budget unique. C'est ça le vrai débat peut-être qu'il y aura dans les années prochaines. La question sous-jacente à ce que vous dites, c'est est-ce que ça a un sens encore d'avoir un budget propre de la sécurité sociale dont la seule vraiment crédibilité, c'est de tendre vers l'équilibre. Voilà. Je pense que si on ne tend pas vers l'équilibre de la sécurité sociale, ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir un budget propre de la sécurité sociale. Encore une fois, l'idée, c'est de dire une génération paye ses dépenses de redistribution. Et normalement, ça veut dire qu'on a des ressources qui progressent à peu près comme la richesse nationale, le PIB, et ça veut dire à peu près qu'on s'efforce que les dépenses progressent à peu près comme cela. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée. Donc est-ce que ce on gère en bon père de famille, c'est ça? Bon père de famille, non, c'est de dire effectivement, il y a des ressources qui permettent de garantir la continuité d'une politique. Voilà. La sécurité sociale, il y a une notion de sécurité, il y a une notion on transmet quelque chose aux générations futures. S'il y a une politique familiale qui était à peu près constante de 45 à nos jours et qui a fait que la France a une histoire de démographie différente de celle de beaucoup d'autres pays, c'est notamment grâce à cette continuité de la politique familiale. Si on veut que les jeunes croient à la politique de retraite et croient qu'ils auront une retraite plus tard, il faut une continuité de politique et tout ça. C'est ça l'idée effectivement de ressources affectées, de dépenses affectées et de dire je gère dans une forme d'équilibre immédiat, mais aussi d'équilibre pour l'avenir. Et c'est toutes les projections du corps sur les risques à long terme, etc. Donc c'est ça, c'est ce modèle-là effectivement de pilotage qui peut être interrogé effectivement par la situation actuelle. Mais oui, il y a des réponses. Par exemple, je signale que l'assurance maladie, par exemple, aujourd'hui, elle dispose de beaucoup de TVA. Parce que, comme il y a beaucoup d'allègements de charges, effectivement, maintenant, il y a beaucoup de TVA sur l'assurance maladie. Rien n'empêcherait les pouvoirs publics de dire si nous voulons plus de dépenses de santé sur l'assurance maladie, nous affectons aussi plus de TVA à l'assurance maladie. Donc il y a ensuite une stratégie d'affectation de ressources et de cohérence effectivement de politique des ressources et des dépenses qui me semble peut être interrogée. Dominique Libaud, mais le problème c'est de sécuriser un budget pour la santé. C'est notre question, que ce soit des cotisations ou que ce soit l'État ou la TVA. Est-ce qu'on pourrait imaginer, ou est-ce que c'est complètement idiot, d'avoir un budget comme pour l'enseignement, comme pour la défense, comme pour la justice, un budget réellement sécurisé? Jérôme Guedj et Dominique Libaud. Mais alors juste, je vais laisser Jérôme répondre, mais je suis pas sûr que le budget justement que vous évoquez au sein de l'État soit si sécurisé que ça. Justement, donc on les voit effectivement, si vous regardez les évolutions, elles sont, y compris d'ailleurs sur le budget de la défense, qui pourrait apparaître sécurisé, mais en fait vous avez des évolutions très très fortes malgré quelquefois des plans, tout ça. Non, la vraie réflexion qui là est dans le Ségur Santé, c'est de repenser ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. C'est-à-dire que se reposer la question de combien on a besoin dans notre pays, effectivement, pour assurer le financement du système de santé et l'accès aux soins pour l'ensemble de la population à ce système de santé. Et je pense qu'il faut sortir notamment de l'annualité, enfin d'une annualité trop stricte en revanche. Parce que effectivement, comme je le dis, c'est dans la durée qu'on voit effectivement l'intérêt d'un système, la pérennité et tout ceci. Et je pense qu'il faut se poser la question comment on peut construire un ONDAM qui soit plus pluriannuel et plus objectivé par les besoins du système. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on peut avoir l'impression que c'est la norme de dépenses publiques qui impose effectivement un peu comme dans la recherche, un peu comme dans la défense, avec des lois pluriannuelles, c'est ça? Est-ce que la gauche, vous êtes de gauche, Jérôme Guedj? Toujours, oui, je vous confirme. Alors, quel point de vue, vous partagez le point de vue de Non, mais Dominique d'abord, Libaud? je partage le point central, en fait, sous-jacent,
de tout ça, c'est la singularité de la dépense sociale et en gros, du dispositif des lois de financement de la sécurité sociale. Et la tentation, disons-le, non assumée, non oralisée, mais quand même par petites touches de Bercy, pour les nommer, qui consiste à essayer de phagocyter les finances sociales, de les noyer dans un budget de l'État. Parce que d'un côté, vous avez un budget de l'État qui demeure structurellement déficitaire, et de l'autre côté, vous avez des finances sociales qui, depuis 1996, et grâce à cet outil, la CADES non, en l'occurrence, la création des lois de financement de la sécurité sociale, l'assignation, et c'est extrêmement important, de cet objectif d'équilibre. Ça a pris du temps, ça a été une trajectoire, ça a été soumis à des aléas, mais d'une certaine manière, on y est parvenu. Et on voit bien qu'il y a cette tentation d'un côté d'essayer de récupérer des modalités qui, elles, ont été vertueuses pour compenser là où on y arrive moins. Et d'ailleurs, avant même la crise, il y avait déjà eu quelques jalons qui avaient été posés. Un débat qui, là aussi, à mon avis, n'a pas été suffisamment public, suffisamment porté dans l'espace, je le trouve intéressant. On est dans la salle Simone Veil ici, et elle en avait été d'une certaine manière l'inspiratrice en 1994, qui était de dire, quand l'État décide de dépenses qui ont un impact sur les finances de la sécurité sociale, l'État doit compenser ses dépenses. C'est ce que souhaite aussi Olivier Véran. Mais sauf que souhaitait plutôt quand il était député. Sauf que les choses ont un peu changé depuis le précédent PLFSS, puisque on est revenu sur ce principe de compensation, ce qui veut dire d'une certaine manière que c'est le siphonnage, la récupération d'une partie des excédents générés par la sécurité sociale pour compenser des difficultés du budget de l'État. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Et en fait, en tous les cas, encore une fois, je le redis, il faut assumer ce débat. Je trouve qu'il est pas assez posé. C'est pour ça qu'on le tient ici. Et pour votre question sur sécuriser, ça se heurte quand même à une petite difficulté. Le budget de l'État, c'est par définition, vieux souvenir de finances publiques, des crédits limitatifs qui sont révisés chaque année. Les finances de la sécurité sociale, ça ne peut pas être des crédits limitatifs. On ne va pas dire cette année, on va dépenser tant, et puis si la grippe est sévère ou si on a une pandémie comme celle-ci, se retrouver contraint. Donc la logique il faut tendre vers l'équilibre. Il faut avoir un objectif avec plusieurs leviers qu'on active. Je trouve ça plutôt sain, et la confusion généralisée risque de se faire au détriment des finances de la sécurité sociale. Il y a un débat gauche-droite sur ces sujets. Alors après, il y a toujours un débat sur la vertu de la dépense publique. C'est-à-dire que si on a une approche très, je veux caricaturer personne, mais de se dire que cette dépense publique est par définition un boulet, une charge, et oublier, on va en parler dans un instant s'agissant de la perte d'autonomie ou de la dépendance, mais c'est vrai sur les autres sujets. Je veux dire, le secteur de la santé, qui est largement solvabilisé par ses finances sociales, c'est aussi des secteurs d'emploi, de développement, d'aménagement du territoire. Enfin, c'est aussi la dépense sociale est le plus souvent d'abord et avant tout un investissement social. On ne peut pas appréhender la relance nécessaire après la crise Covid en voyant dans la dépense sociale uniquement un boulet qu'on se traîne... avec des professionnels de santé qui se désespèrent. Oui. On reprend l'exemple de la dépendance. Les besoins qui avaient été d'ailleurs chiffrés dans le rapport de Dominique Libault, la réalité, c'est pour l'essentiel de l'emploi non délocalisable, non substituable, qui améliore la prise en charge, qui permettent l'aménagement du territoire en faisant en sorte qu'on peut vieillir partout. On va en parler tout à l'heure de la dépendance. Ou de l'investissement en termes de BTP. Si on ne voit pas cette dimension, justement, plan de relance, investissement social, alors on passe à côté. Donc c'est peut-être là la ligne de clivage, si je veux en ressusciter une, entre une approche de droite ou une approche de gauche, c'est de voir dans la dépense sociale un véritable investissement. On va passer au sondage d'Odile Peixoto. Juste une question avant, Dominique Libault. Vous aussi, vous trouvez qu'il faut absolument compenser les exonérations ? C'est-à-dire que ce qui est pris à la Sécu d'un côté, il faut vraiment lui rendre ? Oui, honnêtement, oui. Je le pense. D'abord, il se trouve que j'étais avec Simone Veil en 1994 lorsque je lui ai proposé cette règle du jeu. C'est vous à l'origine du... Ben oui, donc il faut que j'accepte. Il faut être cohérent. Donc je peux... Non, mais pourquoi je le pense ? Parce que je pense effectivement qu'il faut des relations de jeu claires entre l'État et la sécurité sociale. La contrepartie, en revanche, c'est que la sécurité sociale ne demande pas à l'État de faire ses fins de mois, si j'ose dire. C'est de dire, on a des règles du jeu claires sur les ressources, et en contrepartie, on a cette vision de l'équilibre.
et on essaye d'être responsable et donc d'avoir une politique sur les dépenses qui permettent cet équilibre. C'est ça le jeu. Si on dit on change sans arrêt les règles du jeu, effectivement, à ce moment-là, on ne peut plus avoir cette idée de la responsabilité. D'ailleurs, c'est une grande question dans la gestion des finances publiques en général. C'est ce que finalement on pense que tout doit être géré d'en haut, effectivement, et grosso modo tous les autres sont des imbéciles, effectivement, et donc on fait confiance à personne, ou on essaye plutôt effectivement de responsabiliser l'ensemble des acteurs. Toute la construction des finances sociales et du système de santé, et on pourra reparler peut-être de l'ONDAM, mais avec notamment aussi les professionnels de ville, c'est de dire on essaye de responsabiliser, de dire effectivement on essaye de créer un système qui font que les acteurs sont responsabilisés. Moi, c'est ce en quoi je crois. Et co-gère un peu, comme en Allemagne. Absolument. C'est de dire, effectivement, il ne faut pas être dans un système où on vous dit, vous êtes des imbéciles, effectivement, et moi, j'ai décidé d'en haut, et ensuite vous appliquez, etc. Je sais ce qui est bien pour vous, mais comment je peux co-construire avec vous? Moi, je pense que tout l'enjeu du système de santé, c'est de plus co-construire avec les acteurs, et sans doute aujourd'hui, demain aussi sur les territoires, puisqu'il va falloir décloisonner et avoir beaucoup plus de fonctionnement entre les acteurs. Parce que les gains potentiels du système, parce que oui, il y a des questions quand même de maîtrise de la dépense, ça existe effectivement, et on dépense plutôt fortement en France sur le système de santé par rapport aux autres pays, on le sait. Ils sont où? Ils sont sans doute dans l'organisation du système, dans le décloisonnement. Ils ne sont pas effectivement sur les rémunérations, puisqu'on a globalement une vision où les rémunérations, on ne paye pas mieux, plutôt moins bien, effectivement, beaucoup de professions de santé. Et on voit bien que ce n'est pas une solution, parce que ensuite, il y a un problème d'attractivité, quoi, tout simplement. Donc, et on va le retrouver très fortement sur le médico-social, encore plus fortement. On va y arriver, alors, absolument. Mais donc, il faut organiser mieux le système. On va écouter le sondage BVA, on va écouter Odile Peixoto. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ces contrepoints. Sans attendre quelques résultats concernant le sujet du jour, donc notre question sur la confiance dans l'action du gouvernement en matière de santé, effectivement, ça c'est un indicateur qu'on suit depuis maintenant décembre 2017, et effectivement, on arrive en sortie de crise sanitaire à 36% d'opinion favorable, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un score aussi bon, qui reste effectivement assez faible malgré tout, mais effectivement, on était plutôt aux alentours de 29, 31, 32, et là, ça a l'air de remonter, donc en sortie de crise sanitaire. Donc, un signe encourageant, même s'il y a sans doute beaucoup d'attentes. En ce qui concerne on les a bien, on leur disait, donc dans le contexte actuel de déficit accru de la sécurité sociale en raison de la crise du coronavirus, seriez-vous prêt à payer plus pour votre santé? Et on a 35% des Français qui se déclarent prêts à payer plus pour leur santé par rapport à à des historiques plus anciens. Je me rappelle, moi, d'enquêtes à ce sujet où on était plutôt aux alentours de 10-12%. Donc, on a plutôt là une augmentation, même si on voit bien que les 2/3 de la population sont plutôt réfractaires. En ce qui concerne le financement de la perte d'autonomie et de dépendance, on leur posait un certain nombre de questions. Et là, on voit que il y a quand même, on n'a que 31% finalement des Français qui considèrent qu'il faut cotiser plus qu'actuellement pour mieux financer la perte d'autonomie et la dépendance, puisqu'on a 79% des Français qui disent en fait, les Français payent suffisamment pour la retraite, il faut mieux gérer cet argent pour financer la perte d'autonomie et la dépendance. Donc, on voit bien qu'ils ne sont pas tellement au courant de l'écart qu'il y a entre le niveau des retraites et puis ce financement supplémentaire à prévoir. L'idée de rajouter une journée de travail comme après la canicule pour financer cela ne séduit que 33%. Donc, il y a 67% des Français qui sont plutôt contre. Et dernière question, on leur demandait, face au déficit additionnel de la Sécu en raison de la crise du coronavirus, que pensez-vous que devrait faire le gouvernement ? Soit inclure ce déficit dans la tête globale de l'État lié au coronavirus et rembourser donc à long terme et mettre plus de moyens dans la santé. Et là, on a une écrasante majorité, 84% des Français qui plébiscitent finalement cette solution. Et vous avez que 16% qui disent que ce déficit devrait se rajouter au déficit préexistant et forcément qu'il y a un risque de réduction de dépenses à la clé. Voilà pour ces quelques chiffres que je vous laisse le soin de commenter et de débattre.
Merci à Odile Pexeto et à BVA pour ce sondage qui est quand même significatif. On a déjà, je voudrais avoir vos réactions à l'un et à l'autre, on a un petit peu le sentiment peut-être que les critiques pleuvent sur les plateaux de télévision de la part des experts divers, mais que les Français seraient peut-être plus raisonnables et reconnaîtraient finalement au gouvernement, aux dirigeants d'une manière générale, d'avoir géré les choses avec sérieux. La confiance augmente un peu. Non, mais d'abord parce que face à une crise sanitaire, l'État a tenu. Enfin, je veux dire, les Français ont vu, dans un contexte d'incertitude, dans un contexte d'aléas, on découvrait au fur et à mesure. Et donc, ils se sont jamais autant passionnés pour des raisons évidentes à la qualité et l'efficacité des décisions en matière de santé. Et je crois que voilà, si la base de départ c'était... Parce que c'est quand même une défiance relative en temps normal. Quand on a 25 ou 30% des gens qui ont confiance dans leur système, là, ils ont eu plus confiance parce qu'ils étaient plus attentifs. Je trouve que c'est plutôt un signal. Je trouve qu'il y a beaucoup de critiques très injustes sur, au-delà même des décisions gouvernementales, sur la manière dont... moi, j'ai vu sur le pont les professionnels, d'abord dans les hôpitaux, qu'il s'agisse des personnels soignants ou des personnels de direction, dans les agences régionales de santé. Enfin, on a un état social et sanitaire qui a été présent, voilà. Et au-delà même de la sécurité sociale dont on a parlé, qui a joué son rôle, on a aussi un dispositif qui a permis de faire des prouesses à la fois technologiques, de créer des lits de réanimation dans l'urgence. Bon, alors avec tous les aléas, toutes les incertitudes, tous les reproches, et c'est légitime et il faut faire un retour d'expérience, mais je trouve que c'est aussi une... Voilà, vous reconnaissez, cette crise a confirmé quand même que les services publics... Ouais. Vous reconnaissez le mérite acquis, outils... Jérôme Gage, aux professionnels ou à l'État, aux gouvernants? D'abord, à notre système de santé, à son organisation, à la qualité de ceux qui le font vivre dans les équipes soignantes, bien évidemment, ceux qui étaient en première ligne, et aussi à un appareil qui a été réactif du ministère il s'avère que quand je travaillais pendant ma mission, au-delà des seules questions de santé, la somme des décisions d'urgence qu'il a fallu prendre dans un temps record sur le champ économique, sur le champ social, sur le champ diplomatique. L'État a été présent, les services publics ont été présents, les Français ont été présents. Moi, je trouve qu'on a beaucoup tendance à se flageller. Je trouve que ça a tenu bon. Voilà, d'accord, alors plutôt rassurant. Dominique Libaud, parce qu'après, il faut qu'on parle de la dépendance. Sur le sondage, un commentaire? Et très rapidement. D'abord, effectivement, moi je pense que la crise montre que finalement la cohésion sociale en France, elle n'est pas si catastrophique que ça, quoi. Les Français, ils ont globalement bien respecté les règles du jeu, ils les ont comprises et ils voient plutôt que ça a des effets positifs quand on voit en sortie de crise qu'on est dans une situation, aujourd'hui, il faut être prudent, parce qu'on parle de sortie de crise sanitaire, on n'est pas encore totalement sorti, on voit dans d'autres pays qu'il peut y avoir à nouveau des rebonds et tout ça, donc il faut être prudent, mais quand même ça se passe plutôt bien. Donc oui, donc moi je pense que ça c'est positif. Deuxièmement, sur la santé, je pense que selon la façon dont les questions sont posées, on voit bien une très forte ambiguïté. Les Français, à la fois, ils disent, oui, la santé c'est plus prioritaire qu'éventuellement l'achat de, de la nouvelle version d'iPhone, qu'ils voient bien que c'est peut-être plus important de mettre un peu d'argent pour effectivement assurer une présence auprès de personnes fragiles et que effectivement des choses qui sont de toute évidence un peu moins indispensables. Et en même temps, si on aborde la question par les prélèvements obligatoires, c'est plus compliqué. Voilà, alors on peut le comprendre, et en même temps, je dois dire que moi, c'est une notion que je trouve un peu... ce qu'il faut peut-être interroger, la notion de prélèvement obligatoire. Prélèvement obligatoire, c'est normalement sans contrepartie directe. Par exemple, la redevance TV, ce n'est pas un prélèvement obligatoire parce que vous avez une contrepartie, c'est de regarder la TV. Et donc, l'assurance maladie, on vous dit, vous n'avez pas de contrepartie directe. Si, on a une contrepartie. On a accès à un système de soins, etc. Donc, il y a quelque chose, il y a une convention, il faut quand même revoir ça, effectivement, extrêmement forte dans cette notion de prélèvement obligatoire. Je dis ça parce que face au vieillissement de la population, oui, on peut faire énormément de progrès encore dans l'organisation du système, mais il faut être honnête, effectivement, il va y avoir des coûts pour faire face à cette situation. Donc, voilà, ce que notre démocratie va devoir affronter comme sujet, c'est effectivement comment on fait face à ça. C'est ça le vrai sujet. Et sans doute, effectivement, la question de peut-être un peu plus de contribution ne peut pas être complètement éludée, mais évidemment, il faut en revanche
dire aux Français aussi, le système, il est bien géré et l'argent public, il est bien géré parce que Alors sont justement, évidemment très attentifs à cette question de bonne utilisation de l'argent public, et fort légitimement. Justement, Dominique Libault, on arrive à la dépendance. Il y a un récent rapport qui a été publié hier de l'OCDE qui dit que la France, tout simplement, est l'un des pays les moins bien préparés au boom de la dépendance. Alors, ça inquiète. Le gouvernement a décidé de créer une 5e branche ou un 5e risque. Vous nous expliquerez un peu la différence entre l'un et l'autre et votre préférence. Et un financement à partir de 2024 en prenant 0,15% de la CSG qui était affectée à la CADES jusqu'à présent, soit 2,3 milliards par an, alors que les besoins sont de l'ordre de 6 milliards en 2024 selon votre rapport et de 10 milliards par an en 2030, toujours selon votre rapport de Dominique Libault. Alors, comment ça va se passer ce financement de la dépendance? Vous l'avez dit, ça va être difficile. Quel est votre point de vue? Est-ce que, alors, sur 5e risque, 5e branche, d'abord, et puis surtout, comment on va financer de maintenant à 2024? Parce que le milliard annoncé dans le PLFSS, on ne sait pas où on va le trouver pour l'instant. Premièrement, oui, on n'est pas bien préparé par rapport notamment au sujet démographique. Et il y a un risque fort dans la gestion des finances publiques, et notamment dans une situation qui n'est pas bonne, ça serait de dire « Ah, on fait la politique de l'autruche, on ne regarde pas les besoins qu'il y a devant nous ». Et donc, je me félicite que ce ne soit pas le réflexe du gouvernement. Et je pense que ce qu'il faut saluer, c'est le fait que malgré les difficultés financières, le gouvernement tient tout de suite à dire une des premières mesures encore dans la crise, si j'ose dire, c'est effectivement un investissement autour du sujet autonomie, avec la création de cette branche et une affectation sans doute insuffisante, évidemment, mais quand même une affectation non nulle de moyens en 2024. Donc voilà, je pense qu'il faut d'abord saluer vraiment cet effort et qui est, encore une fois, totalement nécessaire. L'OCDE nous le dit, on a aujourd'hui à la fois un taux de présence d'agents vis-à-vis des personnes en établissement qui est faible par rapport à d'autres pays. Moitié moins oui, par rapport à la moyenne de l'OCDE. Alors sans doute, il faut regarder un peu plus près, mais disons effectivement, en tout cas plus faible. Je crois que tout le monde est d'accord effectivement qu'on a une faiblesse, et donc moi je proposais une évolution positive du taux d'encadrement, et qui évidemment n'est pas sans rapport avec un autre sujet qui est l'attractivité des métiers. Parce que si il n'y a pas assez de monde, effectivement, eh bien vous cantonnez les personnels à des tâches, disons, tout à fait techniques de toilette, etc., qu'ils font à la chaîne, et sans tout le côté relationnel, qui est évidemment le côté valorisant et le côté sans doute le plus important dans une politique du grand Mais âge. sur le financement de Dominique Libault, parce qu'on sait qu'il y a des besoins énormes, Jérôme Gage va nous le rappeler, mais comment financer? On a 2,3 milliards en 2024. Comment trouver les financements? Quel mécanisme vous pensez serait possible? Encore une fois, il faut revoir ça dans le contexte général de politique des finances publiques. Comme je l'ai dit, dans un premier temps, la France, comme beaucoup d'autres pays, va accepter de faire de la dépense pour soutenir l'activité économique et l'emploi. Et je rappelle que travailler sur les métiers du grand âge, c'est travailler sur l'emploi, sur les métiers des jeunes. Et je dis ça très fortement parce que je ne pense pas que c'est Jérôme qui me contredira. Il ne faut pas opposer une politique du grand âge en disant on fait ça contre les jeunes. Quand on investit sur les métiers, on investit sur l'emploi, et ça me semble extraordinairement important dans la période actuelle. Donc dans un premier temps, il peut y avoir des déficits, mais effectivement, il faut aussi construire des ressources pérennes pour la branche de la sécurité sociale, bien évidemment. Donc c'est là qu'effectivement une mission vient d'être confiée à Laurent Vachey sur ces sujets. Il va y avoir une mission de concertation. Je crois que ces sujets-là, j'ai trouvé intéressant le sondage, mais il faut vraiment Précisez-nous la mission de M. Vachey exactement. C'est une mission autour des contours de la branche et aussi du financement de cette branche. Donc justement, c'est tout à fait les questions que vous vous posez. Donc il va y avoir une concertation pour, dans la situation financière qui donc est très différente de celle dans laquelle avait eu lieu mon rapport, revoir la position des uns et des autres sur la question du financement et la question pourquoi vous dites, M. Libault, pourquoi vous dites finalement la situation d'aujourd'hui est extrêmement différente de celle qui a été quand j'ai écrit mon rapport. La crise en général. Je veux demander à M. Libault, est-ce que justement cette crise ne remettrait-elle pas en cause vos
conclusion de votre rapport. Au contraire, au Mais- contraire. Oui, expliquez-vous. Mais sur la nécessité d'une politique du Est-ce grand qu'il faut âge. encore redépenser de l'argent alors que Non. la situation est catastrophiquement. Non, mais sur la nécessité d'une politique du grand âge, c'est-à-dire d'anticiper, et notamment sur les métiers. Encore une fois, tout le monde a vu qu'il pouvait y avoir des risques de rupture dans les soins aux personnes âgées, et je pense que c'est des risques très réels demain si nous n'avons plus assez de personnes qualifiées pour faire face à cette situation. Donc, que ce soit à domicile ou en établissement, parce qu'on parle beaucoup des établissements, mais il faudrait reparler du domicile qui souvent est oublié sur ce sujet. Alors que tout le monde va dire qu'on veut être sur une politique du maintien à domicile. Donc, le sujet des métiers à domicile et de la valorisation de ces métiers est extrêmement importante. Donc, moi, je pense qu'on n'a absolument pas le choix d'investir sur ce sujet des métiers, sauf à dire on se fiche de la façon dont les personnes âgées finissent leur vie et finalement, donc Alors, on est Dominique donc la Rivaud, question. non, mais sur cinquième branche, ça vous paraît bien? Cinquième risque, est-ce que c'est avalisé? Et puis Jérôme Guedj, est-ce qu'il faut une cinquième branche qui va abonder? Est-ce que c'est la CNSA qui doit gérer ça? Quelle est votre vision? Et pourquoi vous dites au contraire, Jérôme Guedj? Non, mais au contraire, parce que la crise a surligné que les dispositifs d'accompagnement et de prise en charge des personnes âgées, il ne faut pas oublier que cette crise, elle a remis la vulnérabilité et la fragilité des personnes âgées au milieu du village, si j'ose dire. C'est-à-dire que le pays s'est arrêté, s'est congelé, justement pour préserver les plus fragiles. C'est pour ça que moi j'ai cette formule, je dis, contrairement à ce qu'on dit parfois, les Français aiment les vieux, mais ils les aiment dans des émotions post-crise, après 2003, la canicule, et probablement à ce moment-là. Donc ce qu'il faut, c'est le faire de manière intelligente. Et la première intelligence collective qu'on doit activer, c'est de ne pas commencer par parler du financement. C'est de parler d'abord quelles sont les attentes et les besoins des personnes âgées. Parce que si on commence à dire, voilà l'enveloppe de financement, et avec ça, on va ajuster les réponses, on va passer à côté de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la construction de dispositifs de réparation et de compensation de la perte d'autonomie, voire de solvabilisation ou d'amélioration de l'offre. On est d'abord et avant tout face à un phénomène. C'est pour ça que moi, je veux que ce débat il sorte du seul champ médico-social et sanitaire. On est face à ce qu'on appelle avec d'autres une révolution de la longévité qui a un impact sur l'ensemble des acteurs de la société, les collectivités locales, les entreprises, les mutuelles, les associations, les décideurs politiques. Moi, je plaide pour que la transition démographique à laquelle on est confronté, n'oublions pas qu'à partir de 2025-2030, c'est l'arrivée aux grands âges de ces générations de baby-boomers, ce qui suppose aussi en amont de développer des logiques de prévention ou d'adaptation de la société au vieillissement. Bref, au moment où on réfléchit à un risque, qu'on ne soit pas dans le mal français, si j'ose dire, de mettre le paquet sur la réparation, bien sûr qu'il faut réparer, bien sûr qu'il faut compenser les conséquences de la perte d'autonomie, mais au moment où on prend le stylo pour inventer ce nouveau dispositif, je préférerais qu'on mette le paquet sur la prévention. Alors comment procéder? Sur éviter la survenance de la perte d'autonomie. Non mais comment procéder? Parce que la prévention, tout le monde en veut, on en fait peu en France, et en particulier. Et ben, raison de plus, au moment où on construit quelque chose, de déplacer le curseur. Comment procéder? Une grande conférence? Comment faire? Qu'est-ce que vous préconisez? D'abord, d'en faire un sujet de débat politique. Ça fait plusieurs fois que je dis ça, mais on a l'impression... Beaucoup des concepts qu'on manie sont affreusement techniques. Moi, la comparaison, je la fais souvent entre regarder sur la transition énergétique et climatique, comment c'est devenu un sujet de débat politique, comment à l'échelle de la gouvernance des politiques publiques, on en a fait un enjeu transversal, que ce soit dans les collectivités locales ou à l'échelle nationale. La transition démographique, c'est le parent pauvre. On ne le regarde pas et on ne voit pas l'impact en termes d'habitat, de transport, d'aménagement de l'espace public, qui sont autant de sujets qui sont des leviers de prévention. Donc ça peut paraître un peu décalé au moment où justement le cinquième risque met un coup de projecteur sur comment on va financer pour améliorer les taux d'encadrement dans les maisons de retraite, revaloriser les salaires et organiser mieux les services d'aide à domicile, moderniser les EHPAD. Autant de sujets qui sont absolument indispensables, mais il ne faut pas que l'arbre de la dépendance cache la forêt du vieillissement et de la longévité, qui en termes anthropologiques et civilisationnels vont être bien plus intéressants pour un pays, et aussi en création d'emplois et d'aménagement. On vous suit, monsieur Guedj. On a lu vos livres sur la question, et on sait bien que c'est un des grands débats, enfin en tout cas une grande question que vous posez depuis longtemps. Est-ce que vous ne craignez pas,
ma question est simple, que vous prenez le risque d'augmenter le fossé entre les générations, entre les jeunes et les vieux, si vous ouvrez des débats de ce type. Si on ne comprend pas que cette question-là, ce qui est intéressant, et ce que d'ailleurs la crise a montré, moi j'ai travaillé sur l'isolement, il y a eu quand même un élan de solidarité intergénérationnelle qui, pour moi, dément tous les pronostics et les visions un peu catastrophistes. Il y a quand même des jeunes qui ont dit également, on a beaucoup confiné et on a fait courir beaucoup de risques aux jeunes générations. Eh ben, moi, je trouve ce débat est intéressant. Peut-être qu'il pourrait ressurgir si d'aventure on avait de nouveau une crise sanitaire qui revenait avec des gens qui pourraient dire non, écoutez, ce coup-ci, confinons uniquement les vieux et les fragiles. Je ne crois pas à ça. Je pense que les gens comprennent qu'une société qui fait des vulnérabilités, de la fragilité, un étalon de son organisation, elle est plutôt vertueuse, et pas uniquement pour ceux qui sont concernés, les personnes âgées ou les personnes fragiles, mais pour l'ensemble de la société. Vraiment, moi je réinsiste, partons des attentes des personnes âgées, et après on va voir qu'en effet, il y a des besoins d'abord de participation de celles-ci à la décision. Je ne veux pas non plus qu'on plaque des choses venues d'en haut, et puis après on va dérouler en effet, mais définissons le panier de biens et de services qui vont permettre de répondre à ces attentes, et là, je le dis tout de suite, la crise oblige à faire des choix. Dans le rapport de Dominique Libault, il y avait plusieurs leviers qui étaient mis sur la table, dont un qui renvoie d'ailleurs à la logique un peu risque, qui est celui de la solvabilisation, de la baisse du reste à charge, qui était parfois un sujet qui est exprimé. La crise, me semble-t-il, elle a plutôt mis l'accent sur un problème de l'offre, de la qualité de l'offre. Pas assez de personnel, pas assez payé, un modèle de l'EHPAD pas assez relié avec l'hôpital, pas assez ouvert sur son environnement, des services à domicile avec une organisation, des moyens, de la formation. Enfin, là aussi, le rapport de Myriam El Khomri. Franchement, entre le rapport de Dominique Libault et les préconisations de Myriam El Khomri, on a vraiment le matériau et de diagnostic et de proposition. Il faudra des financements quand même. Alors, terme, après, et c'est là qu'on en revient au débat sur la CADES, etc., dès l'instant où on s'est privé de cette marge de manœuvre qui pouvait être disponible, on voit la difficulté, et votre sondage le confirme. Les Français sont attachés à ce que ce soit la solidarité nationale qui permette d'accompagner ce renforcement de l'offre, sa qualité, mieux payée, avoir des établissements plus adaptés, plus médicalisés, avec plus de personnel, ce que la crise a là aussi conforté. Mais quand on pose la question des modalités pour le faire, ils sont assez, frileux, pour ne pas dire réticents. Et c'est là que la CADES aurait pu être utile. Question Twitter. Une question qui a été posée sur Twitter en amont de ce débat. Oui, leur tourne, dont j'en retiens qu'une seule qui est complètement en écho. C'est que sur le terrain, les professionnels, d'ailleurs qu'ils soient de santé ou médico-social, sont confrontés à une réalité, c'est les enveloppes en silo. C'est-à-dire que quand on constate un progrès possible dans une méthode, dans une technique, eh bien, ça peut être très rapidement bloqué, ou même dans des actes professionnels, ça peut être bloqué parce que le financement, il est dans l'enveloppe à côté et pas dans la sienne. Et que là, on sent, et ça ressort pas mal des questions, des préoccupations, comment faire pour que ces financements qui sont forcément fléchés en amont soient fluides sur le terrain pour correspondre et vraiment répondre aux besoins dont vous soulignez l'importance à l'instant. Alors, ça, c'est une question pour Monsieur Paerpa, pour Monsieur Parcours. Voilà. Non, mais Monsieur Paerpa, c'est pas un succès. Ah si, alors moi je ne suis pas tout d'accord, et ça on pourrait revenir sur le sujet, mais il faut bien voir qu'une démarche de parcours des personnes âgées, ça n'a pas simplement pour objet de diminuer la dépense, et là peut-être on s'est un peu planté sur les critères d'évaluation, mais aussi tout simplement d'améliorer la prise en charge des personnes âgées. Et ça, l'idée que on peut et on doit mieux coordonner les acteurs sur un terrain, et que c'est ça qui demain est déterminant pour une meilleure prise en charge des personnes âgées, ça, moi je n'en démordrai pas. Toujours sur le comment, l'objectif, on le connaît. Est-ce que c'est les CPTS, les CPTS servent à ça, mais simplement les CPTS, c'est avant tout autour de l'équipe de soins primaires. Oui. Donc c'est bien, mais il faut aussi que cette équipe de soins primaires a dialogue avec le médico-social et a dialogue avec l'hôpital. Alors comment faire justement, parce qu'on est au cœur du sujet. Alors la question des enveloppes est tout à fait une bonne question, évidemment, puisqu'on a des systèmes effectivement en silo de financement, et vous avez tout à fait raison. Très souvent, pour construire des projets et sortir de cette approche en silo, c'est compliqué sur le territoire. Et je pense que c'est une vraie réflexion. Alors peut-être que dans le Ségur Santé, il va y avoir des éléments là-dessus. Comment on peut
Alors pour l'instant, on a fait par exemple des expérimentations de l'article 51 en disant on va expérimenter. Demain, il faudrait sans doute que ça devienne des éléments plus pérennes dans le système et pas simplement expérimentaux. Et que peut-être il y a à la main des ARS, par exemple, des capacités de pouvoir faire des dérogations par rapport à des systèmes de financement en silo pour pouvoir dire j'accepte par rapport à telle organisation de pouvoir mettre des financements qui soient totalement décloisonnés. Je pense que demain, il va falloir à la fois bien sûr maintenir notre système de santé national, mais territorialiser un peu nos politiques de santé, nos politiques d'approche et en donnant des leviers supplémentaires au territoire pour... Et aux ARS alors. Alors sans doute aux ARS, parce que moi, bien sûr, je sais bien qu'actuellement, il y a des critiques vis-à-vis des ARS, je les trouve en grande partie injustes. D'abord parce que si, dans la crise, encore une fois, elles ont été quand même là, si effectivement, il y a eu quelquefois des instructions en rafale et tout ça, c'est pas forcément la faute des ARS, parce que c'est aussi le niveau central qui a donné ces instructions, les ARS c'était le relais. Et donc, moi je pense que les ARS sont utiles. En revanche, elles doivent aussi évoluer pour être davantage demain en mode agentiel, si j'ose dire, pour reprendre une expression chère à Marianne Monchamp, c'est-à-dire effectivement être en non pas en surplomb, non pas être effectivement, etc., mais pour aider les professionnels à s'organiser. Et une question très politique à M. Gage, il ne faut pas vraiment aller plus loin, c'est-à-dire vraiment décentraliser tout cela, donner plus de pouvoir aux régions, la décentralisation, on fera un débat et pas sur uniquement la décentralisation. Non, mais M. Gage, sur cette question. Il faut conclure aussi. Alors, vous direz le point qui vous paraît le plus important dans ce débat. Sur la question alors, je vais le prendre. Sur la question de la décentralisation, je dis prudence. Je veux dire que moi, je suis attaché à des politiques de santé organisées au niveau national en garantie de l'égalité d'accès aux soins, ce qui n'exclut pas... Ça ne s'est pas mal passé en Allemagne, dans des pays plus Pascal, il faut qu'on conclue sur le... Alors, c'est un autre débat. Moi, je veux bien regarder en quoi le fédéralisme, et puis après, ça correspond à des traditions nationales. Non, moi, je veux vraiment réinsister. Sur le financement. On aura le bon financement quand on aura fait le débat public sur celle des priorités qu'on doit financer. Après, il n'y aura pas d'état d'âme à trouver ces financements. Votre sondage, d'une certaine manière, le confirme. Je le redis, attachement au financement par la solidarité nationale. Après, il y a réticence à accroissement des prélèvements. On voit bien que, par exemple, l'histoire du jour férié supplémentaire qui pourrait être mis sur la table, Dominique Libaud avait un peu écarté cette hypothèse dans son rapport. Je ne suis pas certain que ça fasse le complément. Et puis surtout, c'est un prélèvement, on l'oublie trop souvent, c'est un prélèvement pour les entreprises et pour les salariés. C'est une journée de travail supplémentaire non payée. Moi, je crois aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire, qu'il y a des leviers de redéploiement dans les dépenses de sécurité sociale actuelles. Et notamment, je réinsiste sur ce point, que ce soit la branche maladie, que ce soit la branche vieillesse, que ce soit les collectivités locales dans leur rôle aménagement du territoire, habitat, transport, la dépense de perte d'autonomie la plus intéressante, c'est celle qu'on évite de faire. Et encore une fois, si on construit cette branche uniquement dans la réparation sans mettre le paquet sur la prévention, alors dans 20 ans ou dans 30 ans, on dira la même chose que les reproches qu'on a sur l'action de la branche maladie, sur les déterminants de santé. Soit, mais le vieillissement est inéluctable quand même. Ah bah non, le vieillissement dans de bonnes conditions, il faut l'organiser. Il faut l'organiser. Si les logements ne sont pas adaptés, si les villes ne sont pas amies des aînés, si on n'est pas capable de faire de la prévention de l'activité physique en amont, si on ne lutte pas contre l'isolement des personnes âgées, qui est un facteur d'aggravation de la perte d'autonomie, bref, si tous ces sujets restent un petit peu sous la toise, alors on continuera à courir derrière des financements pour réparer les conséquences de la perte d'autonomie, alors qu'on a l'occasion un peu historique de changer de paradigme dans un système de protection sociale. Dominique Libaud, 30 secondes pour conclure. Les personnes âgées, c'est aujourd'hui 3% des dépenses de protection sociale en France. Avec ce que je proposais, c'est passé à 4%. Donc d'abord, il faut ramener ça à l'ensemble des dépenses de protection sociale. Et il faut bien dire aujourd'hui, donc le sujet principal, c'est le financement de l'ensemble du système. Donc voilà, premier point. Deuxième point, je pense que ce qui est très positif et ce qui sera le bon financement, ce sera celui qui sera décidé démocratiquement dans un débat clair par les représentants de la nation. Et donc c'est en ce sens que la création d'une branche est un aspect positif qui va permettre un débat démocratique régulier sur ces sujets, aussi de porter à la connaissance de nos concitoyens des éléments plus clairs qu'aujourd'hui sur les recettes et les dépenses. Et je pense que voilà, il faut construire cela dans une grande transparence de débat public et avec nos concitoyens
citoyens pour qu'ils comprennent tous les éléments du sujet. Et c'est, voilà, moi je crois vraiment tout simplement à la fonctionnement de la démocratie sur ce sujet. Voilà, merci à vous deux de nous avoir reçus ici. Merci aux équipes, Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T et Quentin Marie, à la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé, à Ortus. Merci à nos partenaires, BVA, Canon Médical, Carte Blanche, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Nous avons montré que la valeur n'attend pas le nombre des années, mais Pierre Corneille rajoutait, Philippe ? Oui, il rajoutait demain dès l'aube. Aux âmes bien nées. Merci de nous avoir reçus.